son propre jardin, ça peut sembler être une tâche assez colossale et un peu ardue, surtout si, comme moi, vous avez une certaine tendance à être un peu paresseux côté horticulture. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir son propre jardin et pour développer des bonnes habitudes aussi pour l'entretenir et pour vraiment bien démarrer tout ça? Bien, j'ai avec moi Natacha d'Eco-Gaia qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Bonjour Natacha, en direct du coin gourmand de Saint-Amable. Alors là, tu as plein de produits et tu as plein de connaissances. Par où on part avec tout ça? Mais d'abord, ce que j'aime bien penser quand on fait un potager, c'est de penser à la planification. Ça va paraître drôle, mais c'est super important de se pencher là-dessus. De penser c'est quoi l'espace qu'on a, c'est quoi les choses qu'on veut mettre au jardin, est-ce qu'on a les conditions pour ça en termes d'exposition au soleil, le sol aussi, est-ce qu'on a besoin de le travailler. Donc, il y a quand même plusieurs choses à penser. Ça peut être intéressant de faire un petit plan d'aménagement pour voir, bon, ça va être quoi les distances entre les plants, c'est quoi mes quantités que j'ai besoin, est-ce que je peux me permettre de faire du compagnonnage, justement, d'avoir des plantes trappes qui vont attirer certains insectes au détriment d'autres plantes, avoir des plantes aussi qui vont peut-être éloigner certains insectes, donc de réfléchir à tout ça dans un premier temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir, supposons que vous en prenez du compost, c'est de ne pas nécessairement avoir du compost qui est contaminé parce que des fois, on a mis des plantes qui ont des maladies fongiques, puis on a mis ça dans le compost, puis il faut penser que ça va éventuellement revenir. Là. On ne veut pas déjà contaminer la terre dans nos bacs ou la terre en plein sol. Ça peut être intéressant aussi de penser à enlever tout ce qui est les mauvaises herbes, les racines, les roches, puis de vraiment bien aérer son sol. Donc ça peut être quand même intéressant. Si vous faites, par exemple, des cultures ici comme ça, de tomates ou des plantes qui vont en hauteur, ça peut être intéressant déjà de penser à avoir été chercher ce qu'il faut comme des tuteurs. Là, on voit, il y a quelques tuteurs ici comme ça. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais on là, ce qu'on entend par tuteur, là, mettons qu'on est super débutant comme moi, là. C'est vraiment le principe d'avoir un tuteur comme dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui va nous montrer le droit chemin? Oui, exactement. OK, bon. Donc là, bien, c'est ça, on a ajouté des poteaux dans les bacs. Ça aurait pu être des poteaux à la maison. Ça peut être également aussi, on a des arches sur lesquelles on veut faire grimper, je ne sais pas moi, des pois par exemple ou des haricots. Donc de composer déjà avec ce qu'on a, puis de savoir c'est quoi le besoin des plantes avant de se lancer là-dedans. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi à éviter que les plants soient trop denses, trop serrés, parce qu'on a besoin d'une bonne aération pour justement éviter des problématiques comme les maladies fongiques. Donc, on ne veut pas trop densifier, mais on veut quand même avoir pas trop de perte d'espace. Pensez aussi à quand même bien retirer les mauvaises herbes parce que, bien, comme les autres plantes, elles ont besoin d'eau, de nutriments, donc c'est sûr que ça peut faire une compétition. Par contre, moi, je suis une fan de plantes médicinales puis de mauvaises herbes qui ont des utilités. Donc, je vais quand même toujours regarder un peu ce qu'il y a dans le jardin pour voir justement, avoir des indications. Il y a certaines plantes qui vont permettre de voir, bien, on a un sol qui est déjà un peu plus riche, d'autres un sol plus acide. Donc, avec ces plantes-là, je vais pouvoir déjà voir qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme tâche au départ pour partir le jardin. OK. Donc, il y a différentes pratiques culturelles aussi là, que je suggérais. C'est s'arranger d'avoir toujours des gants qui sont propres, si on manipule des plantes qui vont être, par exemple, contaminées. De s'assurer si on a des sécateurs, des ciseaux, de bien nettoyer avec de l'alcool, par exemple. Puis avec une petite brosse pour vraiment enlever tout ce qui pourrait être résineux, puis s'assurer qu'on ne contamine pas les plantes d'une à l'autre s'il y a des problématiques. Et en termes d'alcool, là, ici, je vois que tu utilises de l'hydrogène de peroxyde. Est-ce que ça peut être aussi de l'alcool à friction? Alcool à friction, certaines personnes vont aussi prendre de l'eau de javel pour désinfecter. Donc, il y a différentes recettes qui existent pour justement bien nettoyer ces instruments. Puis, c'est la même chose aussi. Des fois, on va avoir des gants, on peut avoir touché des plantes contaminées. Donc, on va voir les laver. Des chemises, des fois, avec des manches longues. Donc, aussi, on fait attention à ça. Puis, idéalement, on commence toujours avec les plantes saines avant, puis les plantes éventuellement plus malades à la fin. OK. Donc, c'est sûr que ça va aider. Pour ne pas aller croiser la maladie avec les autres. Et là, tu as toutes sortes de pots. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui se trouve dans tout ça? Bien, ici, dans le fond, j'ai une solution à base d'ail. Donc, j'ai mis des gousses d'ail fraîches dans de l'eau. OK. J'ai fait macérer ça quand même un certain temps.
Puis, avec mon tamis ici, comme ça, je peux filtrer mon mélange. OK. Puis, je vais le récupérer, puis je vais le mettre dans un vaporisateur. Donc, vaporisateur, c'est intéressant pour justement vraiment aller traiter Comme les c'est plantes. Exactement. Donc, le vaporisateur ici, comme ça, je peux mettre différents produits dedans. Donc, ça peut être des produits antifongiques. Donc, justement, l'ail, par exemple, le bicarbonate de soude ont les actions antifongiques. Ça peut être également aussi soufre en poudre. Puis, on peut faire de la prévention pour les maladies fongiques quand même. Donc, on va en asperger sur des plantes, par exemple, comme les plantes de tomates, comme aussi les courges, tout ça, pour éviter mildiou et autres. Et là, c'est une question peut-être un peu bébête, mais si j'asperge ça sur ma tomate, est-ce qu'il y a un danger que ma tomate goûte l'ail? J'ai jamais vu tellement de différence. Je suis portée à mettre de l'ail dans toutes mes recettes avec tomates. Donc, mais pour vrai, honnêtement, quand vous faites un traitement, essayez de le faire de manière à ce que ça soit efficace avant la pluie, dans le sens où on ne veut pas qu'il pleuve tout de suite après. Donc, on essaie de bien choisir ses journées pour que ça soit efficace. On peut le faire plus d'une fois par semaine sur plusieurs semaines consécutives. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment vaporiser toute la plante, autant que ça soit les fruits, les feuillages, les tiges. Il va falloir que ça dégouline. Puis, ce qui est important aussi de voir, c'est à nettoyer quand même les fruits, puis de pas tout de suite les manger. Par exemple, justement, pour le soufre. Pour le soufre, on va suggérer d'attendre, si je me souviens bien, c'est une dizaine de jours, 7 à 10 jours pendant toute la saison. Donc, on attend, là. OK. Donc, on se laisse la chance que nos tomates ne goûtent pas l'ail. Exactement. Sinon, c'est ça, on a des savons gras ou savons noirs qu'on peut utiliser. Donc, ça, dans le fond, c'est des solutions qui sont intéressantes contre les insectes, par exemple, les pucerons. On peut vaporiser nos plantes avec ça quand on voit des pucerons. Puis, ça va venir faire un film graisseux sur le dos pour les empêcher de respirer par les pores qu'ils ont. Donc, c'est une façon de les combattre. C'est sûr, c'est un peu comme, par exemple, les poux. Souvent, on va faire un premier traitement, puis après ça, il y a les lampes, puis on va faire comme un second traitement. Donc, pour les pucerons, ça serait comme pas mal la même chose aussi. On verrait à faire attention. Puis on ferait des vaporisations. Donc, il y a différentes recettes qui existent pour ça. OK. Oui. Génial. Et là, ce qui se cache dans ça? Bien, ça ici, c'est engrais, donc à libération lente, que j'aime bien d'Actisol. Donc, on peut en appliquer quand même régulièrement à chaque mois pendant la saison. À chaque mois, tu dis? Oui, c'est ça. Ça peut être en début de saison, mais aussi par la suite d'en ajouter un peu. Par exemple, pour les tomates, on veut s'assurer qu'il y a quand même un apport en calcium qui est régulier pour éviter les problèmes de cul noir. Là, on n'en a pas, mais souvent, ce que ça va faire une espèce de forme circulaire en dessous. Puis c'est comme si ça vient pourrir ici. C'est comme moins ragoûtant, si on veut. Puis on va avoir des fruits plus fermes, donc c'est quand même intéressant de faire ces ajouts-là. Puis comme c'est à libération lente, bien, la plante va en profiter un peu plus longtemps que si c'est une solution qui est liquide. Là, OK. Et là, je vois dans ça que tu as du compost. En fait, c'est du paillis, c'est du BRF. C'est du paillis, OK. Oui, exactement. Donc, le BRF, c'est du bois raméal fragmenté. Donc, c'est du bois qui vient de rameaux d'arbres qui sont fragmentés. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir ajouter ça dans les bacs, par exemple, ou dans les plates-bandes pour justement conserver plus d'humidité puis faire le contrôle des mauvaises herbes. On évite d'aller avec, par exemple, du paillis de sode qui est plus acidifiant pour le sol. C'est ça, parce que ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. C'est du paillis un peu brun pâle, assez uniforme. Oui, ou sinon, ce qu'on va voir, c'est de la paille. Donc, c'est quand même intéressant, la paille aussi. OK. On peut aller chercher chez des agriculteurs. Mais le BRF, c'est intéressant, puis c'est comme un résidu, puis les villes en produisent quand même beaucoup. Puis vous en donnez d'ailleurs à Saint-Amable, un peu comme le compost aussi. Donc, c'est super écologique en plus et c'est bon pour nos cultures. Oui. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Exactement. Seule chose que je suggérerais, c'est d'attendre un peu avant de l'appliquer, que les plantes aient pu, en début de saison, aient pu profiter d'aller chercher leurs nutriments, que le sol ait pu travailler. Puis après ça, éventuellement, on en rajoute. Mais on attend un peu parce que ça a comme l'effet de fixer, si on veut, de capturer l'azote, puis on veut l'avoir pour les plantes. Donc, on choisit un moment là, un peu plus tard dans la saison pour le mettre ou sinon à l'automne aussi en rajouter. OK. Et là, pour l'entretien en tant que tel, quand vient le moment de devoir couper nos feuilles et tout ça, est-ce que, c'est comme là, ici, on peut voir, bien, mettons, ces feuilles-là commencent à être un peu vieilles, un peu mortes. Est-ce qu'il faut les couper? Est-ce qu'on les laisse là? Ou ça dépend?
Ça dépend toujours si c'est maladie ou pas, mais on pourrait juste en enlever un peu. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est dans la pratique de voir est-ce que justement l'air puisse bien circuler. Supposons qu'on a des journées très chaudes à l'été puis que c'est très humide puis que ça n'a pas le temps de s'assécher un petit peu, bien, des fois, ça peut être des terreaux propices justement pour développer des maladies fongiques. Donc, j'aime toujours ça, enlever au moins minimalement les gourmands, puis ce qui est un peu comme dans le chemin puis qui ne va pas produire, pour justement permettre au fur et à mesure, là, si on veut, d'avoir un petit peu plus d'air qui circule. Là. OK. Donc, juste aussi, des fois, de tutorer, ça permet de replacer les choses puis qu'ils ne s'encombrent pas puis que ça soit moins dense. Donc, déjà, c'est intéressant de faire ça. Puis, ce qui est bien de penser aussi, bien, c'est ça, c'est qu'on voit peut-être mieux les gourmands. Puis quand on commence dès le départ, on peut les retirer. Si on essaie de les retirer trop tard, ce qui arrive, c'est que ça peut casser la branche. Puis une branche qui est cassée, qui est mal retirée, ça peut être une porte ouverte pour la maladie. OK. Donc, c'est sûr qu'on va voir, faire attention à ça. Puis là, on pourrait voir pour justement, peut-être, certains ici petits gourmands, comme, je ne sais pas si on les voit très bien à l'écran, mais c'est toujours à l'aisselle des branches, ici, comme ça. Puis c'est OK, c'est la petite portion qui vient pousser à, en fait, un embranchement du tronc principal et de l'autre petite branche. Là. Admettons que toi, tu es un plant de tomate. Admettons que je suis un plant de tomate. Je suis un plant de tomate. C'est comme si j'avais quelque chose qui me poussait sous l'aisselle. Oh, c'est ça, on y va. C'est magnifique. Donc, oui, on aime l'image, mais on comprend. On comprend donc. Et à ce moment-là, tout ce qu'on vient faire, c'est les retirer à la main. C'est ça, juste délicatement, on ne se bat pas avec. Là, ça fait pas trop tirer. Assez bien. Excellent. Et bien, c'est génial. Puis, une chose qu'on n'a pas dit, mais qui est intéressante, c'est penser à pincer aussi les fines herbes, puis retirer les fleurs séchées. Donc, ça peut être intéressant de voir ça. Et en fait, bon, là, pour les gourmands, on sait, on y va avec les doigts, mais sinon, pour le reste, on utilise, bonjour les petites guêpes, on utilise les sécateurs en tant que tel, ou en fait, ne pas trop tirer dessus. On peut y aller manuellement, comme le pinçage avec pouce index. OK. Oui. Parfait. Bien, c'était super instructif. On a appris et rigolé sur plein de choses. Comme quoi, on s'amuse énormément lorsqu'on se met les deux mains dans la terre et qu'on s'amuse au jardinage. Donc, bien, merci beaucoup. Merci. Et pour plus de détails, de trucs, astuces sur tous les sujets qu'on vient de parler et sur d'autres choses qui en fait, d'autres questions qui vous seront inspirées, eh bien, rendez-vous sur le site web de la Ville de Saint-Amable et sur la page Facebook également. Bon jardinage tout le monde!